Bonjour, je suis l'un des deux fondateurs de la maison d'édition On Fait. Donc, mon associé Loïc est aussi dans la salle. Je commence par le remercier parce que pendant la préparation de mon intervention pendant plusieurs mois, donc la discussion c'était constant. Et ça s'est poursuivi jusqu'à hier soir, jusqu'à 23h, sur un détail de l'intervention. Donc j'espère que c'est un moment que j'attendais déjà depuis longtemps. Et j'aimerais surtout pouvoir apporter quelques éléments, peut-être qui ne sont pas toujours très familiers pour un public français, mais de par notre travail d'édition, donc on a l'habitude de les travailler et aussi parfois de les présenter aux lecteurs. Et à chaque fois, c'est le retour aussi qui nous intéresse pour notre métier d'éditeur. Je suis là aujourd'hui comme éditeur et aussi je suis aussi auteur et traducteur. Et la maison d'édition On Fait est créée il y a 16 ans, en 2007. Voilà. Donc le thème du colloque de la mémoire dans la littérature pour la jeunesse m'a beaucoup intéressé dès son annonce. Non pas parce que la maison d'édition On Fait se serait spécialisée dans le patrimoine ou dans la transmission. Donc ce n'est pas le cas, mais c'est parce que les mémoires dans les récits, la mémoire des personnages dans les récits, on dit long sur eux-mêmes et sur leur société. Et par obligation d'éditeur, on est toujours amené à connaître les gens, connaître leur société, ou avoir une connaissance intime de ces sujets. Et donc, la mémoire, c'est une porte d'entrée qui est pour nous très intéressante et à laquelle on est toujours sensible depuis le début de la maison d'édition. Et puis voilà, donc aujourd'hui, les observations et les réflexions que je vais partager aujourd'hui, c'est à travers 3 albums illustrés et du point de vue de l'éditeur. Les albums illustrés, d'abord, c'est un format dans lequel j'ai l'habitude de travailler. Et en y travaillant, j'en connais, oui, j'ai l'habitude d'explorer les ressorts narratifs dans ce genre. Et mon métier d'éditeur me fait également lire les projets et les livres d'un regard particulier. C'est un regard qui est attentif sur la réception des lecteurs, sur les diverses manières dont un lecteur pourrait s'approprier une narration. Et donc c'est une approche pragmatique, c'est pas une approche de chercheur, mais j'espère qu'en discutant, nous pouvons voir dans les 3 exemples cités des éléments qui peuvent nous être instructifs pour la problématique qu'on va aborder aujourd'hui, la mémoire et la transmission. Et donc, voilà, donc c'est les 3 albums à la couverture. Donc ça vous n'aurez pas échappé que les 3 albums sont liés au monde chinois. J'ouvre une parenthèse, c'est que la maison On Fait, on a publié jusqu'ici une centaine de titres et que on ne publie pas que les auteurs chinois ou les histoires qui ont rapport avec la Chine. Aujourd'hui, il y a une moitié du catalogue, c'est sans lien avec la Chine, ni par le sujet, ni par les auteurs. Mais globalement, le catalogue On Fait, c'est un catalogue d'une expérience de l'altérité, la relation à l'autre. Donc c'est d'autres, ça peut être un chinois, ça peut ne pas être un chinois. Et dans les 3 titres que je vais aborder aujourd'hui, il y a 2 qui sont publiés, parus aux éditions On Fait. Donc à gauche, le premier, c'est publié en 2011, L'autre bout du monde. Le texte, c'est par moi-même et illustré par Sophie Rose. Le deuxième, c'est L'arbre de Tata, paru aux éditions On Fait en 2017. Le texte de Yu Li Chong, une autrice chinoise,
et illustré par Zahu. Le troisième album, Watercress, c'est publié par un éditeur américain en 2021. Alors, donc, ces trois albums, ils sont en lien avec le monde chinois, mais par ce choix, je ne vise pas aujourd'hui à établir une spécificité chinoise en matière de mémoire ou de transmission. Ce n'est pas ça mon intention, mais j'essayerai de faire constater justement comment un héritage en commun peut donner lieu à des appropriations plurielles et ouvrir sur des perspectives d'avenir différents. Voilà. Et limité par le temps aujourd'hui, je ne vais pas aborder la question des illustrations, mais je vais m'en servir pour vous montrer dans la narration. Et ma présentation aujourd'hui se fait en trois parties. Dans un premier temps, je vais aborder le contexte de la création de ces trois albums et j'essaierai d'éclaircir la notion un peu fluctuante du monde chinois. Et puis, dans une deuxième partie, donc, j'exposerai comment la mémoire me paraît prendre place dans ces trois narrations. Troisième partie, dans la deuxième partie est intitulée « Le passé remémoré et l'avenir en chantier ». Puis la troisième partie, c'est je vais souligner ce qui semble distinguer ces trois récits. Dans ce qu'ils disent de la transmission, de l'identité et plus généralement des rapports au monde à travers la mémoire. Et je vais commencer par le résumé des trois albums. Dans L'autre bout du monde, en 2011, publié en 2011. Petit Lang Lang, le garçon, il a 7 ans. La veille de sa première rentrée des classes, il va avec sa maman chez grand-mère qui souhaite lui offrir un cadeau à cette occasion. Sur le trajet en bateau, Lang Lang remarque une maison en briques rouges, au loin, sur une île en face du port. Maman lui apprend que c'est un vestige du consulat britannique. Plus tard, dans le jardin de grand-mère, dont le lecteur découvre qu'elle a les pieds bandés et que son cadeau pour Lang Lang est une paire de baskets qui invite le garçon à aller librement dans le monde. Donc ça, c'est les grandes lignes de cette histoire, ce récit. Puis L'arbre de Tata par Yu Liqiong. Donc Yu Liqiong vit à Nanjing, en Chine. Donc ce titre nous est présenté par elle. Et donc on a fait l'album en français. Et c'est un an plus tard, l'album est fait en chinois en Chine. Donc une fillette séjourne chez sa contente le temps que la maison de ses parents soit réparée après une tempête. Tata n'est pas mariée et semble distante, mais une complicité se développe vite entre elle et la petite, à qui elle montre les photos de sa jeunesse. Dans le parc près de là, Tata aime s'asseoir sous un arbre qui porte le souvenir d'un amour passé, un secret qu'elle partagera bientôt avec la petite. Un jour, Tata découvre son arbre abattu, le parc devant céder la place à un centre commercial. Effondrée, puis apaisée, elle mourra. Mais la fillette se souviendra du bruit du vent dans les feuilles de l'arbre de Tata. Puis, le troisième, Watercress, le cresson, écrit par Andrea Wong, une américaine née des parents chinois, et illustré par Jason Chin, pareil, américain, mais avec des parents chinois. Ce livre n'est pas encore traduit en français, donc je vous montre
je travaille à partir de la version américaine. Une famille traverse des champs de maïs dans l'Ohio à bord d'une vieille Pontiac. Soudain, maman aperçoit du cresson dans un fossé bordant la route et fait débarquer tout le monde, et fait débarquer toute la famille pour ramasser la plante pour leur dîner. La petite fille ne voit pas le sens de ce geste. Elle a honte et il va à reculons. À la maison, voyant qu'elle boude le plat à cuisiner, maman sort une vieille photo où l'on voit son propre jeune frère, encore enfant, qui sera emporté par la grande famine quelque temps plus tard. La fillette comprend maintenant le passé douloureux de ses parents, tandis que le goût du cresson s'ajoute aux souvenirs partagés de la famille. Donc ces 3 albums, ont ceci de commun. Leur auteur et leurs protagonistes évoluent dans un univers de références dits chinois. La culture, la langue, l'histoire, l'implicite, le mode de relation interpersonnelle. Mais dans ce monde chinois, notre regard est forcément attiré sur la République populaire de Chine, du fait de la masse de sa population, de l'étendue de son territoire et de son poids dans l'économie mondiale aujourd'hui. Or, le contour du monde chinois ne coïncide pas avec celui géographique de ce grand pays. En effet, dans les sociétés hors des frontières chinoises, dans les diasporas, les mêmes références culturelles peuvent être mobilisées pour consigner une perception du passé et exprimer une perspective d'avenir individuelle et collective. Donc déjà, vous voyez un signe chinois sur l'écran, ça, et vous n'aurez même pas de mal à le deviner avec l'aide de gestes de gamin. C'est un caractère que la grand-mère a tracé par terre avec sa canne pour voir si le garçon reconnaît déjà. Et donc c'est avec ce qui est dessiné au-dessus de la tête de l'enfant. Donc ça montre que ce signe chinois signifie le ciel. On en revient plus tard. Et donc, dans ce monde chinois, donc, on a la même référence, mais on ne raconte pas les mêmes histoires. Dans deux des 3 albums présentés, nous voyons ainsi que, au travers des trajectoires personnelles et familiales, les dynamiques de la société taïwanaise et de la communauté chinoise aux États-Unis donnent du relief au monde chinois, trop longtemps perçu comme homogène, immuable et monolithique. Donc, deux observations peuvent nous aider à comprendre comment la civilisation chinoise s'est imposée dans le temps comme un centre de gravité indiscutable. D'une part, à l'intérieur du pays, dont la culture des Han, l'ethnie majoritaire, s'est transmise, s'est enrichie depuis 2000 ans, malgré les invasions des peuples voisins comme les Mandchouris dans le dernier siècle. À l'extérieur du pays, comme le Japon, la Corée, le Vietnam, ces pays, à un moment de leur histoire, ils ont importé, entre guillemets, les institutions et les coutumes chinoises dans leur propre pays. Et donc, ce passé fait qu'il se forme une vision sinocentrée, pour dire vite, que ce soit au niveau du goût esthétique, philosophique, etc. Donc, il y a un centre qui est dispensateur de pouvoir, de richesse. Et il y a des périphéries qui bénéficient, entre guillemets, des inventions qui découlent de ce centre. Voilà, c'est une vision. Donc cette vision a échafaudé l'histoire officielle de la Chine pendant 2000 ans, avant de vaciller avec les bouleversements du 19e siècle, par exemple la guerre de l'opium contre les Britanniques. Et puis il y a des ébranlements, les guerres civiles, les résurrections, et puis qui a mené à l'effondrement de l'Empire et puis la création de la République en 1912. Voilà. Mais le cas de Taïwan, par exemple, contrairement à des pays voisins comme le Japon ou la Corée, qui étaient des entités politiques
distinctes, Taïwan s'appuie sur son histoire récente, depuis le XVIe siècle, pour s'émanciper de cette vision sino-centrée, mais sans rejeter pour autant les références culturelles chinoises au sein de Taïwan. Donc ces références continuent d'y vivre et de nourrir notre esprit. Et pour la communauté chinoise aux États-Unis, la tradition chinoise y est cultivée. C'est un signe distinctif et valorisant pour permettre à des familles pour la transmission. Et d'autant plus que cultiver ces spécificités, c'est pas incompatible avec le fait d'appartenir à la nation américaine. Et donc, c'est cette tradition chinoise qui a pris racine aux États-Unis, où il s'est actualisé au fil des générations. Et ils ont aussi leur propre expression et qui interrogent leur propre identité. Alors, concernant les Chinois en Chine populaire, c'est vrai qu'il y avait des bouleversements et puis la création de la nouvelle Chine en 1949 par Mao Zedong. Donc, comme avec les guerres successives, donc les gens avaient envie de tourner la page. Et donc, avec un discours révolutionnaire, c'est vrai qu'une partie du patrimoine matériel ou immatériel sont détruits par les Chinois eux-mêmes. Ouais. Et puis, après l'ouverture économique en 1978, c'est que le pays s'enrichit. Et il y a aussi une mémoire collective qui se réinstalle dans le jeu collectif. Pour l'économie, pour le développement économique. Mais cette mémoire collective est très, très surveillée, contrôlée par le pouvoir politique. Et donc, avec la censure. Et donc, on abordera la question plus tard. Voilà. Ici, on reconnaît sur l'affiche de chez Tata, quelques scènes qui rappellent la révolution culturelle. Voilà. Ça, on a mis dans l'album et je vous montrerai. Donc, je passe à la deuxième partie pour voir la mémoire, comment, dans ces trois albums ne sont pas que des documents historiques ou études culturelles, études de société, non, c'est pas ça. Les trois albums sont d'abord les œuvres littéraires qui nous racontent des histoires, qui ont une dimension universelle. Et donc, c'est vrai qu'il nous permet d'avoir accès à trois sociétés, et par ces trois sociétés, avoir accès au monde chinois dans sa complexité. Mais avant tout, ce sont des histoires avec des personnages qui sont dotés d'intentions, qui ont une conscience du passé et qui a aussi un regard sur leur avenir. Voilà. Et donc, ces personnages, ils ont qui ne ressemblent pas à des stéréotypes qu'on connaissait pendant trop longtemps en littérature jeunesse. Ils ont un passé, ils ont un avenir, ils ont la conscience de cette évolution. Et d'une manière ou d'une autre, des souvenirs surgissent dans ces narrations. Et parmi les éléments échangés et partagés par les personnages, donc il y a des événements du passé qui refont surface. Mais quand les auteurs installent ces événements dans ces histoires, l'intention n'est pas tant d'apprendre au lecteur ce qui s'est passé à telle année, à tel endroit. Ces mémoires, ces souvenirs sont évoqués aussi, surtout pour donner du relief aux personnages et à leurs relations. Et donc ces personnages ont des préoccupations, des projets qui ne sont pas forcément en lien avec l'idée de la transmission. Donc ils n'ont peut-être pas l'intention d'accomplir un acte de transmission, mais on pourrait presque dire que la transmission s'accomplit à l'insu de leur plein gré. Voilà, comme il y a ce partage et de souvenirs. Voilà.
l'autre bout du monde, dans le jardin de grand-mère, comme j'ai dit, dans le jardin de grand-mère, le lecteur apprend qu'elle a des pieds bandés. Donc le pied bandé, donc cette grand-mère porte dans sa chair la marque d'un système de valeurs sociales pluriséculaire chinoise, mais sans dramatisation dans la narration. C'est une entrave pour elle, bien sûr, une entrave pour la liberté, mais pour la grand-mère, cela vaut comme les entraves diverses que chacun de nous peut connaître dans son existence. Cette grand-mère n'est pas restée inactive dans sa vie. Elle est active. Elle a appris des mots à la maison. Du coup, elle en a fait cadeau de ces mots à sa sœur cadette Fanfan, qui, elle, est partie au Japon pour mener une vie épanouie. Et disons qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir les pieds bandés, sa petite sœur. Du coup, elle est partie faire sa vie ailleurs. Donc, elle est libre de partir. Et maintenant, à présent, donc, grand-mère offre un cadeau à Lanlin, son petit-fils, et il se trouve que c'est une paire de baskets qu'elle offre. Et avant cela, elle a déjà tracé le caractère par terre. C'est aussi une sorte de don à son petit-fils. Et en donnant la basket, donc c'est un vœu c'est un vœu pour ce garçon qui va se lancer dans une vie d'explorateur curieux du monde. Voilà. Mais le souvenir, comment c'est harmoné dans cette narration, c'est que dans le dialogue entre grand-mère et petit-fils, c'est le garçon qui a posé des questions sur sa contente Fanfan, qui a engagé grand-mère à parler de sa petite sœur cadette. Et ce passé participe au présent, parce que justement c'est à Fanfan, la petite sœur, que grand-mère a demandé l'envoi d'un paquet, l'envoi de son paquet de cadeaux, l'envoi de cette paire de baskets. Donc ce passé participe au présent. Et bien sûr, les baskets participent au futur du garçon, qui va devenir grand voyageur et qui va écrire une lettre à sa grand-mère depuis la France, quand il sera grand. Voilà, donc c'est une histoire qui, avec toute cette circulation entre le passé, le présent et le futur, sans que ce soit un projet vraiment de transmission. Ce serait plutôt une histoire de don, mais on verra ça plus tard. Pour l'histoire de l'arbre de Tata, dont la vieille dame est en réalité Tata, c'est la grande-tante de la petite fille. Mais elle veut qu'on l'appelle Tata parce que c'est à sa manière, elle résiste à la marche du temps. Elle veut qu'on l'appelle Tata au lieu de grand-tata. Et puis on a vu déjà les affiches de la période de révolution culturelle chez elle, comme beaucoup de ses contemporains. C'est une allusion discrète dans cette histoire. On n'aura peut-être pas le temps d'aborder la question de la censure ou de mémoire ou de souvenirs autorisés ou pas, mais c'est dans le texte comme dans l'illustration, dans l'arbre de Tata, c'est présent. C'est discret, mais c'est présent. Et ce qui n'est pas pour rien pour que ce livre soit aussi publié en Chine. Mais je pense que je vais peut-être passer rapidement ce chapitre, sinon on n'aura pas le temps d'aborder. Donc, bon. Oui. Et oui, du coup, voilà. En fait, à la fin, donc, à un moment où il y a un secret partagé, une entaille qui se trouve sur le tronc de l'arbre. L'arbre va disparaître. Et donc, ce signe rappelle à Tata aussi son amoureux. On comprend qu'il n'est plus là.
Mais cette scène finit par le bruit du vent qui traverse les feuilles de l'arbre de Tata. Et ça fait partie d'un langage symbolique qui est peut-être plus perceptible par un lecteur chinois, mais puisque ici on ne connaît pas toute l'aspect spiritualité qui se trouve dans les pays d'Asie, mais donc ça fait partie de ce qui est évoqué dans ce livre. Dans Watercress, donc le passé a surgi de façon assez brutale, parce que tout d'abord parce que c'est le cresson qui est cueilli, mais la fille, on voit dans l'image qu'elle refuse ce héritage entre guillemets. Elle ne savait pas encore pourquoi on l'oblige à cette cueillette. C'est à table que maman lui explique voilà, pourquoi le cresson est important, parce que c'est une mémoire qui n'a jamais été évoquée, mais qui est liée à la mort, à la disparition de son oncle, l'oncle de la petite fille, le frère de la maman. Et donc c'est un moment de crise, c'est un moment de conflit dans ce passé qui est qui est silencieux, maintenant refait surface dans un moment de crise. Et puis ça permet aux deux générations de se retrouver, sachant que la petite qui est préadolescente, sa préoccupation, sa priorité, c'est de s'intégrer à son groupe, aux enfants de son âge, et elle ne veut pas être exclue, elle ne veut pas être différente des autres. Et c'est que donc il y a cette transmission qui s'est faite de cette façon et qui fait de ce livre une histoire assez forte. Voilà. Troisième partie, transmission d'une identité ou bien apprentissage d'un rapport au changement. Je commence par Watercress. Le message est très direct. Donc c'est un récit de transmission, dans le sens où ce souvenir de l'oncle défunt, c'est comme une pièce de puzzle qui était manquant. Et puis, voilà, maintenant, cette pièce est apportée, voilà, pour compléter le tableau. Et ce qui est très puissant, c'est que dans l'illustration, on voit ce cadre de photo. Donc physiquement, cette petite fille peut le tenir dans la main. Et puis on voit le geste de maman. Et donc, du coup, ce souvenir maintenant partagé, fait l'effet de groupe. Maintenant, c'est une famille, ils partagent le même souvenir et qui les distingue des autres Américains qui n'ont pas ce souvenir partagé. Mais ce souvenir les rapproche aussi des autres familles d'origine chinoise aux États-Unis qui font la communauté chinoise. Et qu'on voit la planche suivante dans ce livre. On voit les deux personnages, la fille qui est maintenant héritière et puis la maman qui a accompli l'acte de transmettre. Donc elle tient encore le cadre dans sa main. Donc c'est des scènes très puissantes. Donc ça nous montre des aspects d'une transmission. Il peut y avoir une identité en jeu, et puis, mais aussi la relation verticale entre les personnes, entre les protagonistes. Les deux autres, c'est un autre registre. C'est pourquoi je rappelle le mot apprentissage d'un rapport au changement, parce que c'est pour l'arbre de Tata, c'est d'abord une histoire de fréquentation et de rapprochement. Et dans cette fréquentation, la façon de voir, la façon d'agir de Tata, donc ça, ou son expérience du passé, ça a valeur d'exemple pour la petite qui va le vivre plus tard, sa vie bien sûr, mais en ayant l'expérience de grand Tata en tête, à l'esprit, y compris dans cette expérience du monde qui change, et que voilà, la disparition de l'arbre
et la disparition du parc, voilà, qui fait face à un centre commercial. Mais dans le cœur de cette fillette devenue jeune femme, donc, le bruit du vent résonne toujours. Voilà. Et voilà, ça, dans Watercress et dans l'arbre de Tata, on a affaire avec le souvenir ou la mémoire des choses qui ont disparu ou des personnes qui ont disparu. Et donc, ce souvenir d'eux, c'est important, c'est une nécessité. Parce que si on ne se souvient pas d'eux, c'est une deuxième mort qu'ils auraient subie. Donc, il y a un sentiment de nécessité, voire d'urgence, dans ces récits. Même si ces mots ne sont pas prononcés dans ces albums. Par contre, si je vais finir sur L'autre bout du monde, qui est une histoire où il y a question de racines, il y a question de souvenirs, il y a question de transmission, mais il y a l'absence de cette urgence, entre guillemets, ou cette nécessité, parce que tout se passe plutôt dans l'ordre de l'échange, et je dirais de don réciproque. Je rappelle rapidement que sur le bateau vers la maison de grand-mère, c'est le garçon, en posant une question, qui a engagé maman à expliquer l'histoire de cette maison en briques rouges, qui est l'ancien consulat britannique. Et de là, on comprend aussi l'histoire de l'île de Taïwan. Et encore une fois, dans le jardin de grand-mère, c'est les questions de l'enfant qui a engagé grand-mère à raconter son souvenir de Fanfan, la grande-tante. Voilà. Donc à chaque fois, c'est le garçon qui participe à la création de ces échanges. Et du coup, il y a une transmission qui s'est faite de cette façon. Et voilà, donc je passe... oui, je cite une chronique d'un universitaire qui s'appelle Dominique Perrin, donc universitaire spécialiste de la littérature pour la jeunesse. Sa chronique de L'autre bout du monde en 2012. C'est dit, dans la chronique, c'est dit désir d'apprendre à lire et à écrire, désir de comprendre le passé national et familial, désir de voyager physiquement ou mentalement avec le but bien ferme de se forger un regard propre, y apparaissent dans leur intensité virginale, comme le merveilleux bagage de l'enfance, lorsqu'elle s'irrigue à l'échange avec les plus grands, à qui le contact avec une humanité toujours neuve inspire l'art de transmettre, pour que les nouveaux venus soient bien des nains juchés sur des épaules de géants. Merci.